bonjour à tous. Je vois que tu as fait de la pub pour mon bouquin, merci. Oui, effectivement, j'ai fait tout ça, mais bon, c'est vrai que j'ai 80 ans et ça ne se voit pas trop encore, donc il a fallu effectivement remplir tout ça. Bien, effectivement, j'ai fondé l'Institut Boost Zone il y a une dizaine d'années, enfin 10 ans cette année, après une carrière dans l'académique, dans l'entreprise, etc. Parce qu'il y a 10 ans, donc début 2004, j'ai eu une sorte de révélation. Je me suis dit, les réseaux sociaux, ça va quand même faire mal. 2004... Début 2004, Facebook n'est pas encore lancé, hein, donc on est vraiment dans un moment très particulier. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, en 2004, il n'y a encore que 6degrees.com et Friendster. La plupart des gens ont probablement oublié ces deux réseaux sociaux-là, ils sont morts depuis. Hein. MySpace commençait aussi en 2004, bon, et LinkedIn aussi, donc tout le monde est arrivé à peu près en même temps. Et je me suis dit, attention, ça ne va pas simplement bouleverser la société, ça va bouleverser l'entreprise. J'en ai parlé avec le PDG de Manpower, il faut qu'on fasse un réseau social interne. On en avait déjà un depuis 2000 que j'avais lancé, mais bon, je me dis là, il faut absolument que ça aille beaucoup plus loin. Il faut qu'on ait tous les travailleurs temporaires du monde entier sur un réseau social parce qu'on va leur permettre ainsi de se développer. Il m'a dit, t'es bien gentil, mais j'ai pas les moyens aujourd'hui pour investir là-dessus. Donc, 2004, le montant en millions de dollars, c'était pas rien. Hein. Donc, non, tant pis, on ne va pas faire ça. Je lui dis, écoute, moi, ça m'intéresse trop. Je monte un centre de recherche sur l'avenir du management, notamment à travers les nouvelles technologies, dont les réseaux sociaux. Et puis, tu seras mon premier client, comme ça, je continue à te faire un petit peu de stratégie. Il a dit, bon, banco, on y va. Donc, Manpower est encore mon client aujourd'hui, d'ailleurs, et ça me permet de faire vivre un centre de recherche, donc depuis 10 ans, sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. En fait, ce qu'on fait chez Boost Zone, c'est regarder toutes les grandes tendances mondiales, technologiques évidemment, mais sociologiques, politiques, économiques, culturelles, sociales. On regarde tout ce que font les meilleurs prospectivistes, on en pompe la substantifique moelle et on se dit ça veut dire quoi pour le management. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais faire un exposé très très court sur en quoi le digital est un peu en train de changer, les RH, donc c'est les digital, les RH, on est vraiment dans un morceau très, très étroit de la matrice intellectuelle. Voilà. Alors, justement, voilà, ma question pour continuer. Hein, on a parlé donc de l'ERH au cœur de la transformation digitale. Quel est ton avis sur la question ? Mon avis, d'abord, c'est que les RH, ils sont là. Je ne sais pas si vous les voyez, là, ils sont tout en bas dans le petit bateau. Hein, et c'est en train de leur tomber dessus, ça va faire assez mal. Alors, certains ont déjà compris, mais ça va être de pire en pire. Donc, il faut que vous soyez prêts. Donc, je voudrais vous montrer un petit peu pourquoi ça va être de pire en pire et pourquoi c'est génial. Parce que c'est bourré d'opportunités pour vous. Alors d'abord, rappelons-nous que le tsunami digital, ça apporte énormément de choses, ça change pas mal nos business models, ça remplace les objets, des process, des hommes, ça accélère en particulier la vitesse de transaction. On a bien vu aujourd'hui à quelle vitesse on pouvait aller, ne serait-ce que pour faire un questionnaire. Bon, ça, c'est une vitesse de transaction. Ça multiplie et ça peut stocker à l'infini, c'est pas rien. Ça divise les coûts, là encore, notamment les coûts de transaction. Ça va accessibiliser tout. Le savoir, les informations, les idées. Non pas les idées, c'est important d'avoir accès aux idées. Les objets maintenant. Et puis ça va modifier l'identité, la vie privée, la relation high touch entre les hommes. Tout à l'heure, autour de la table, je disais c'est quand même bizarre, on est en train de se parler à travers un ordinateur alors qu'on est physiquement dans la salle. Il y a quelque chose qui ne va pas, là, on est trop digitalisé. Hein. Bon. Heureusement, après, notre très bon animateur a réussi à dire, bon, on ne regarde pas que les écrans, on va se parler. Merci, merci. C'est important de se parler, de se sentir. N'oubliez pas l'expression française, je ne peux pas le sentir. C'est très très clair, c'est-à-dire je suis en face de lui et je ne peux pas le sentir. Mais en règle générale, on se sent bien. Hein. Ça change évidemment les hiérarchies, les jeux de pouvoir. Et donc, ça libère le nouveau social, l'innovation, la croissance, la prévisibilité, la mobilité. Génial, tout ce qu'on peut avoir avec le digital. Mais c'est vrai qu'il faut avoir les deux choses à l'esprit. Alors, d'abord, une remarque assez intéressante sur ce que ça fait disparaître. Vous reconnaissez là un iPad, légèrement flou, mais en fait, vous n'avez rien vu. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'iPad. Vous avez notamment vos cartes, vos GPS, vos livres, votre musique, votre chaîne série, votre ordinateur, vos boîtes aux lettres, vos relevés bancaires, vos documents administratifs, je m'arrête. Tout ça, ça a disparu dans le trou noir de votre iPad ou de votre iPhone ou de votre écran noir est un trou noir. Il a fait disparaître tout ça. Donc c'est pas cher, finalement, un iPad, quand vous songez à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Y compris, alors il y en a une que j'aime beaucoup en particulier, il n'y a pas de spot là-dessus, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est ça. Le serpentin anti-moustique, si vous n'avez pas testé l'app qui permet d'éviter les moustiques, je vous la conseille. Ça marche très très bien, ça élimine bien les moustiques, ils ne viennent pas vous embêter. Alors c'est un avantage secondaire pour ceux qui ne veulent pas de petits-enfants autour d'eux, ça élimine aussi les enfants.
Les petits-enfants s'en vont en courant parce que l'anti-moustique, c'est en fait un ultrason. Et à partir de 13 ans, on ne l'entend plus, mais avant 13 ans, on l'entend. Donc, si vous voulez être tranquille, vous mettez votre anti-moustique à fond, il n'y a plus un gamin autour de vous pendant les heures qui viennent. Ils ne le disent pas dans la pub, mais ça marche très très bien, j'ai pu vérifier. Après 13 ans, c'est fini. Après 13 ans, ils ont perdu les ultrasons, c'est terminé. Bon, donc tout ça, ça a été absorbé. Alors évidemment, quand on dit que ça a absorbé tout ça, ça a aussi absorbé tous les jobs qui allaient avec. Il n'y a plus personne qui a acheté un GPS, qui a acheté un CD récemment, ou même un DVD. C'est fini, on n'achète plus ces trucs-là. Une carte de géographie, ça vous fait rire. Qui va acheter aujourd'hui une carte de géographie? Tous ces objets ont disparu, les jobs qui allaient avec aussi. Bon. Donc attention, on a là un vrai défi qui s'appelle la course contre la machine ou la course avec la machine. Mais bon, de toute façon, c'est une course où il y a nous et les machines. Donc à quelle vitesse est-ce qu'on va automatiser, faire rentrer des choses dans nos ordinateurs? Les technologies digitales, et pas seulement, mais surtout les digitales, sont en ce moment en phase exponentielle. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, parce que jusqu'à présent, pendant les 20 dernières années, vous mentionniez tout à l'heure votre ordinateur d'il y a 20 ans, pendant les 20 dernières années, il y a plein de technologies qui croissaient de 50% par an. Oui, mais 50% par an sur zéro, ça fait toujours zéro. Et puis, il y a un moment où l'exponentiel, ça commence à faire quelque chose de plus important. Et en ce moment, là, on est là et on commence à voir des trucs qui apparaissent et qui nous font relativement peur. Pensez à un exemple très très simple, l'imprimante 3D. Ça fait 30 ans que ça existe, l'imprimante 3D. 30 ans. Hein. Mais elle était là, on s'en servait dans des labos pour faire un petit peu des prototypes, etc. Et puis, depuis 2 ans, vous en avez entendu parler parce qu'il y a eu des articles dessus. Il y en a même à la FNAC, chez Darty, au BHV, depuis quelques mois. Hein. Eh bien, c'est pas fini, vous n'avez rien vu parce que l'imprimante 3D, elle va bouleverser notre système manufacturier. Donc, ces technologies sont en train d'entrer en phase exponentielle. Et il n'y en a pas qu'une. Voilà, rien que cela, pour vous donner quelques exemples. Hein. Toutes ces technologies sont devenues normales, phase exponentielle, et vont nous déborder si on ne sait pas quoi faire au cours des prochaines années. Moi, je vois le côté très optimiste là-dedans, c'est que si j'ajoute combinaison de toutes ces technologies, parce qu'un iPad, c'est rien d'autre que la combinaison de plusieurs technologies ensemble, d'accord ? Et l'exponentialité, eh bien, on a des décennies d'innovation en face de nous. Qui dit innovation, dit création de jobs et dit augmentation du pouvoir d'achat. Oui, vous allez me dire que je suis très optimiste, c'est vrai, je suis très optimiste, mais on a toutes les raisons de l'être quand on voit tout ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui en innovation. Petite remarque historique pour ceux qui ont oublié, mon copain Gutenberg, ça c'était dans une vie précédente, hein. Mon copain Gutenberg a inventé un truc qui s'appelait l'imprimerie. Il a été très 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 contesté parce qu'il mettait au chômage les moines qui rédigeaient des bibles à la main. Et en plus, c'était un peu embêtant parce qu'il permettait au savoir d'être diffusé à travers le monde, alors qu'avant, c'était réservé à ceux qui avaient les moyens de se payer une Bible. Alors c'est vrai, Gutenberg a tué pas mal de jobs. Mais en même temps, si vous regardez aujourd'hui, il a créé des milliards de jobs en cumulé depuis son arrivée. Donc c'est la même chose qui va nous arriver là. Ce ne sera pas les mêmes jobs qu'hier, ce ne sera pas des moines qui vont écrire des Bibles, ce sera autre chose, donc on a un problème de transformation, mais on n'aura pas un problème de job dans les petites années qui viennent. Ça a des implications. Première implication, l'homme-femme nouveau est arrivé. Alors pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, un homme ou une femme, c'était d'abord un CV, donc le savoir-faire qu'il faisait. Ça, c'était jusqu'en 2005 à peu près. Depuis 2005, un collaborateur, c'est beaucoup plus que ça. Un collaborateur, c'est d'abord quelqu'un qui vient avec son réseau. Il connaît plein de monde et on sait l'utiliser, son réseau aujourd'hui. C'est quelqu'un qui vient avec son propre appareil. C'est quelqu'un qui vient avec ses outils. Combien d'entre nous sont passés à Chrome ? Non pas parce qu'ils ont eu de la pub de la part de Google, mais tout simplement parce qu'un de leurs copains ou l'un de leurs collègues leur a dit « Ah, tu devrais prendre Chrome, c'est plus pratique que Firefox ou autre. » Donc, nos collègues nous apportent leurs outils et nous enrichissent. Et ça, c'est vrai pour toutes les apps que vous avez dans votre téléphone aujourd'hui. Toutes ces apps, vous les avez vues parce que quelqu'un vous en a parlé. Donc, nos collègues, c'est aussi des gens qui apportent des apps. Et puis, c'est des gens qui sont en train d'entrer dans un réseau de pouvoir qui est complètement nouveau. On a une très très mauvaise connaissance aujourd'hui de qu'est-ce que va être le pouvoir demain. Simplement, pour vous le dire en un mot, hier, on avait des barons. Un baron, c'était quoi ? C'était quelqu'un qui connaissait bien son territoire, qui laissait ressortir vers le roi au centre uniquement ce qu'il voulait faire sortir et qui faisait passer dans sa baronnie que les informations qu'il voulait bien faire passer. Et il mettait les gens en communication avec la baronnie d'à côté seulement s'il voulait bien. C'est fini aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un pouvoir en rosace. Si quelqu'un se met à faire un tweet complètement à la périphérie, mais un tweet qui fait mal, hop,
il va se promener dans l'ensemble du système dans les secondes qui viennent. Donc, oubliez les baronniers, on a des structures différentes qui vont nous tomber dessus. La dernière image, c'est la main avec le robot. Ben oui, il ne faut pas qu'on se travaille contre la machine, il faut absolument travailler main dans la main avec la machine, comme vous l'avez fait aussi tout à l'heure. Deuxième implication, nous sommes entrés dans une nouvelle dynamique sociale, pas seulement dans l'entreprise, sociale, sociologique, qui est la dynamique du don et du savoir-faire ensemble. Alors c'est très important parce que vous êtes tous en train de faire des dons. Quand vous mettez un billet sur votre communauté ou autre, ben c'est un don, vous faites un don d'information aux autres. Bon. Donc toute curation, finalement, est un don. La question qui se pose, elle est bêtement une question ethnologique et anthropologique, mais qu'est-ce qu'on donne en fait? Qu'est-ce qu'on ne donne pas? Qu'est-ce qu'on échange? Qu'est-ce qu'on troque? Qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on garde? C'est des vraies questions. Quand est-ce que je ne donne pas mon information, hein? À qui je donne? Par qui je reçois? Comment je donne? Comme ça? Comme ça? Bon, vous avez bien compris qu'on a toute une analogie digitale sur le don. Et puis, comment je mélange les échanges internes, les échanges externes, avec ceux qui, à l'extérieur, ont des informations que je pourrais prendre et rediffuser. Et puis, du coup, ben, c'est quoi le nouveau rôle pour le manager s'il est moins essentiel aux échanges, si les gens se font des dons sans passer par lui? Donc, vous voyez bien qu'on doit complètement réinventer notre dynamique interne. À quoi ça sert le don? Comment est-ce que je donne? Quand est-ce que je donne? À qui je donne? Relisez vos manuels d'anthropologie, je peux vous garantir que vous allez trouver des choses absolument extraordinaires. Petite parenthèse là-dessus, quand vous recevez quelque chose, n'oubliez pas de dire merci. Merci, ça s'appelle like en termes Internet. Hein, vous recevez une super bonne information, vous la prenez, vous dites même pas merci. Du coup, on se retrouve avec plein de gens, les managers de communauté en particulier, qui sont des frustrés du like. Ils disent, mais je mets plein de choses, je me casse la tête, je donne des bonnes informations. Rien. Comme si personne ne lisait ce que je fais. Donc, dites merci. La contrepartie du don, c'est de dire merci. Deuxième implication, évidemment, c'est qui le manager là-dedans? Parce que le manager... Pardon, je peux revenir en arrière? Ouais, voilà. C'est qui le manager? Parce qu'avant, le manager, une partie de sa tâche, c'était je prends l'information d'en haut et je la fais passer. J'étais donc un passeur d'informations. Deuxième partie de ma tâche, il y a Jean dans mon équipe qui devrait entrer en contact avec Jacques dans l'équipe d'à côté. Je mets Jean et Jacques en communication. Oui, mais aujourd'hui, c'est plus la peine. Tout le monde a l'information et Jean et Jacques, ils se sont déjà téléphonés avant même que j'ai réalisé, ou ils se sont chattés, avant même que j'ai réalisé qu'ils puissent avoir besoin l'un de l'autre. Donc, à quoi je sers? Évidemment, je sers à faire en sorte qu'on a un très très beau spectacle comme vous l'avez là. Donc, le manager, en fait, il revient à ses savoir-faire fondamentaux. Il n'est plus un simple passeur d'informations ou un simple organisateur de rendez-vous, il est un manager. Et bien, pour certains, ça pose quelques problèmes parce qu'ils avaient oublié en partie les tâches pour lesquelles ils étaient là. Bon. Troisième implication, eh ben, c'est simple, tous les systèmes, tous les process RH sont à changer, tous. Il n'y en a pas un qui va résister à la digitalisation. J'en ai mis quelques-uns ici, mais c'est juste pour vous amuser, hein, parce que j'aime bien les grandes listes pour faire peur. Mais tous ces systèmes-là, et vous le savez, sont en train d'être bouleversés. Quelques petits exemples toutefois. Ben, le recrutement, par exemple, demain, d'abord les CV, on n'en prendra évidemment plus, mais on sera big data driven, on sera social network referrals, on aura des profils, on a des interactions par smartphone, c'est évident, etc. Le recrutement n'a plus rien à voir en 2014 avec ce qu'il était en 2005. Mais rien. Tout a changé et ce n'est encore que le début. L'image d'employeur, ben, si vous vous reposez sur votre website pour avoir une bonne image d'employeur, accrochez-vous parce que franchement, c'est plus ça qui compte et vous le savez très bien. Hein. C'est l'image sur les réseaux sociaux en particulier. Vous avez encore un annuaire interne? Franchement, mais d'où vous venez? LinkedIn est bien meilleur que votre annuaire interne. Il ne reste plus qu'une minute. Hein. Bon, j'en arrive bien. On va courir. LinkedIn est bien meilleur que votre annuaire interne. La preuve, c'est que vos collaborateurs, ils ne cherchent plus les gens sur l'annuaire interne. Ils vont les chercher sur LinkedIn. 30% des recherches sur LinkedIn aujourd'hui se font sur des collègues par des collègues. 30%. Bon, donc évidemment, on ne se sert plus de l'annuaire interne. Oubliez, ne dépensez plus d'argent là-dedans, mettez-le sur LinkedIn. Évaluation, compensation, développement, time capture, psychosocial, etc. J'en passe et des meilleurs. Tout ça, c'est en plein bouleversement aujourd'hui. Bon. Alors, il y a quand même un dernier point sur lequel je voudrais insister un petit peu plus. C'est que finalement, on doit se poser une question psychologique, philosophique, intellectuelle, extrêmement complexe. C'est quoi mon identité au travail dans ce nouveau monde? Je vous dis tout de suite, il n'y a pas de réponse. Mais il y a des essais pour commencer à comprendre qu'est-ce que c'est. Je vous donne quelques exemples pour vous montrer qu'il n'y a pas de réponse et pourquoi c'est compliqué.
D'abord, la mobilité. Bon, c'est bien d'être en mobilité, mais je me retrouve avec des relations complètement digitalisées. La preuve, on vient même dans une réunion physique utiliser des outils de mobilité. Bon, c'est un petit peu bizarre quand même. Maintenant, oui, c'est bien, j'ai mon bureau partout. Oui, mais alors, mes marqueurs, ils sont où? La photo de mes enfants, le diplôme que je mets au mur, je le mets où maintenant? Je ne peux pas les voir avec moi en permanence. Donc, c'est quoi mes marqueurs? N'oubliez pas, l'homme est un animal territorial. Il faut qu'il fasse pipi aux quatre coins de son bureau. Bon, oui, mais où est-ce que je fais pipi aux quatre coins de mon bureau? Partout, c'est bien joli votre affaire. C'est quoi? Comment je recrée les marqueurs? Comment est-ce que je marque mon territoire? Et en digital, c'est pas simple. J'ai tous mes dossiers sur le cloud. Ah oui, génial, mais alors mes dossiers, ils sont où? Ils sont pas là, hein? Bon, c'est bien de me dire tout est sur le cloud, mais moi je veux toucher mes dossiers, mes tiroirs, hein, tous, on a ça chez nous, hein, les bouquins que j'ai achetés, je veux les toucher. Alors comment on fait? Il y a du big data, c'est génial, mais en même temps, ça veut dire que j'ai des millions of little brothers. Il n'y a pas un big brother, mais millions of little brothers. Bon. Mes réseaux sociaux, ah ouais, c'est super les réseaux sociaux. Oui, mais en même temps, tout le monde me regarde tout le temps. C'est ça que ça veut dire les réseaux sociaux. Je suis en état d'observer permanent. Et puis always on, ah oui, always on c'est bien, mais du coup je souffre de FOMO, Fear of Missing Out, pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme, hein, etc., etc. Autrement dit, on a un vrai travail à faire sur la nouvelle identité au travail. Qui sommes-nous dans notre travail digital? Comment pouvons-nous nous réinventer? Et quand vous ajoutez tout ça, vous vous dites, ben oui, une partie de mes collaborateurs ne doit pas se sentir à l'aise. Parce que je suis en train de leur prendre une partie de ce qui était, de ce qui définissait leur identité intérieure. Je m'arrête là, j'ai ouvert la boîte de Pandore. Je vous rappelle qu'au fond de la boîte de Pandore, quand tous les maux du monde sont sortis, on y trouve l'espoir. Et bien moi, j'ai beaucoup d'espoir sur tout ce qui est en train de nous arriver en ce moment. Merci.